Voilà, nous sommes en direct toujours de Studio 210. C'est l'entretien avec le pasteur Serge Mbungu, qui est pasteur de l'église, un des pasteurs de l'église évangélique du Congo, mais il est journaliste de formation, mais il a aussi ce côté chercheur, il est auteur, et une de ses publications, une de ses parutions, c'est le livre, un livre de, on va dire plus de 200 pages, un essai intitulé Maintenant, l'Afrique. Le livre nous a été résumé et nous allons essayer de lire un extrait de ce livre-là pour que vous puissiez comprendre maintenant l'Afrique, qu'est-ce que ça implique. Et je lirai donc ceci. Les deux Congos ont la mission du déclenchement du dispositif de mise à feu. Mais le rôle déclencheur revient au Petit Congo, majestueusement assis sur la droite du puissant fleuve dont il tire son nom. Les sommets à caractère panafricain ou internationaux qui se tiennent dans notre ville capitale depuis la conférence de Brazzaville en 1944 à ce jour, tendent à confirmer cette place du Congo-Brazzaville dans le concert des nations, un pays leader que le monde attend. Un pays leader que le monde attend. Sommes-nous seulement conscients de ces enjeux? Si oui, sommes-nous prêts? Bonjour, pasteur Serge Mbungu. Bonjour mon frère. Ce sont bien vos écrits? Oui, Alors, exactement, ça je le c'est reconnais. à peu près la conclusion. On va vers la conclusion de votre livre. Mais au départ, lorsqu'on lit votre livre, maintenant, c'est l'Afrique. L'esprit, c'est quoi en fait? Maintenant, c'est l'Afrique. Bon, merci déjà pour cette invitation sur ce plateau de votre émission tant adulée. Vous l'avez dit, je suis pasteur de formation dans l'église évangélique du Congo, mais ici nous intervenons beaucoup plus en tant que leader d'une vision qu'on appelle maintenant l'Afrique. Le nom même le titre même du livre qui nous amène ici, le livre Maintenant l'Afrique est paru aux éditions L'Harmattan depuis 2017. Mais c'est maintenant seulement que nous avons entrepris d'entrer dans le contenu parce que nous étions en train de mettre la charpente ossuaire, donc le cadre juridique qui allait nous permettre tous les contours possibles. Voilà, tous les contours possibles de la vision. Et une fois ce cadre mis en place, on peut maintenant se mettre à travailler. C'est ce qu'on a commencé à faire. Maintenant, l'Afrique, ça veut tout dire. Maintenant, c'est le temps. Nous nous situons dans le temps. Et l'Afrique, c'est l'espace dont il est question. Vous savez que le temps et l'espace sont des éléments déterminatifs pour la maîtrise de l'univers. Quand on a la maîtrise de ces deux données, cela suffit pour gouverner l'univers. Donc le livre Maintenant l'Afrique nous situe effectivement dans ces équilibres-là de la gouvernance de l'univers. Les civilisations viennent et s'en vont. On a parlé de la Grèce, et avant on a parlé de l'Égypte, on a parlé de Rome, etc. Et aujourd'hui, c'est l'Occident qui était en train de battre le haut du pavé du point de vue des civilisations. Mais je peux vous dire, avec beaucoup de certitude, que nous sommes au temps du soir de cette civilisation occidentale, qui donne d'ailleurs beaucoup de signes de soufflement. On passerait toute une émission pour vous démontrer que nous sommes Maintenant à la l'Afrique, fin. justement, c'est le titre de votre livre. Et le thème de ce jour, c'est Maintenant l'Afrique. Est-ce l'heure de la restauration? Mais tout ceci, on le lit dans votre livre Maintenant l'Afrique, où vous commencez par nous parler des origines des malheurs de l'homme noir. Oui. Vous dites que l'homme noir, partout où il se trouve, que ce soit dans la diaspora, en fait, dans les Amériques, que ce soit un peu partout ou sur le continent africain, la vie de l'homme noir se résume un peu, on va dire, ce sont vos mots, à la misère, à la honte et à l'humiliation.
Oui, c'est-à-dire que quand vous avez ce tableau, c'est pourquoi nous disons maintenant l'Afrique, c'est-à-dire que c'est l'Afrique qui est de retour. L'Afrique qui est de retour dans le concert des civilisations avec le déclin de la civilisation occidentale. Une autre civilisation va prendre le relais et c'est l'Afrique. Ce n'est même pas l'Asie, c'est l'Afrique. C'est ce que nous essayons de démontrer dans les 288 pages de l'ouvrage Maintenant l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps et la loi du commencement est la loi de la fin. L'Afrique a été au début parce que l'Afrique est donnée pour être scientifiquement. Bon, je voulais le quand même berceau de revenir sur ce que l'humanité. vous avez dit en résumant le vécu de l'homme noir par la misère, la honte, l'humiliation. Vous dites que lorsque vous regardez, partout où il y a des noirs, c'est le constat que nous faisons, c'est Exactement. le constat que vous faites, Oui. et vous faites une exception avec l'Afrique du Sud seulement. Qui est habité par les Blancs. Oui, parce qu'il y a des Blancs là-bas Voilà. et l'Afrique du Sud. Mais je peux aussi vous prendre l'exemple du Rwanda, par exemple. Il n'y a pas de Blancs là-bas, c'est des Africains, type Bantou et tout ça, mais qui ont su se relever, qui sont aujourd'hui en train de sortir de la tête, qui ont déjà sorti peut-être, on va dire, la tête de l'eau. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Écoutez, quand vous partez prendre les intelligences des autres, les intelligences des Chinois, les intelligences des Américains pour construire votre vécu, on ne peut pas dire que c'est déjà l'émancipation. C'est vrai, il faut encourager ce que le président Kagame est Au en moins, train ils sont de sur la, faire. sur la bonne voie. Ils ne sont Oui. pas dans ce que vous dites, Mais misère, quand nous honte et dites humiliation. maintenant l'Afrique, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'est un génie inventif que nous allons incarner pour impacter le monde. On ne va pas impacter le monde avec les intelligences d'emprunt. Les Chinois viennent construire des routes chez nous, ça fait quand même 50, 60 ans bientôt qu'on est indépendant. C'est pas normal que nos routes soient construites par des Chinois et puis dire que voilà, on a construit le Congo. Non, le Congo que nous annonçons ici comme le pays d'avant-garde, le pays leader, ce sera le Congo qui sera le produit des Congolais. C'est vrai que les Congolais n'ont pas encore réalisé le potentiel qu'ils incarnent pour l'Afrique et pour le monde, mais viendra un temps où les Congolais Vous y auront croyez? l'esprit. Vous y croyez? Parce que vous dites que les causes sont, on va dire, prophétiques. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un certain sort. Si le noir en Amérique, le noir en Asie, le noir en Europe a le même sort que le noir qui est en Afrique, ça veut dire que le problème, ce n'est pas la terre d'exil ou la terre d'établissement, mais le problème, c'est l'homme noir. Parce que lorsqu'on prend les Blancs, vous l'avez dit, on les place dans un contexte africain comme en Afrique du Sud, la C'est vous qui communauté le dites plutôt, africanaire, oui. la communauté, vous m'avez cité, la communauté africanaire n'a pas eu besoin d'autres intelligences pour développer l'Afrique du Sud et en faire le premier pays sur le continent. Donc il y a un problème noir. Et ça s'explique effectivement dans la trame de la Bible. Quand nous repartons, quand nous entrons dans la Bible, l'Afrique est présentée comme le berceau, contrairement à ce que Cheikh Anta Diop, paix à son âme, avait dit, parce que pour lui, il y avait une contradiction entre ces thèses situant le berceau en Afrique et les thèses bibliques situant l'Éden en Mésopotamie. Non, ça c'est la lecture des autres. Les autres ont lu la Bible à notre place et ont situé l'Éden en Mésopotamie. Comme dirait le professeur, j'oublie son nom, qu'on a reçu ici, lecture avec les lunettes occidentales. Voilà, on a lu la Bible avec le prisme de l'Occident et on a tout dévoyé dans le but que vous connaissez, c'est l'impérialisme. Voilà, donc en réalité, l'Afrique fait partie de l'Éden. Lorsque nous entrons dans le contexte de la création, l'Afrique y figure. Et c'est par là que nous commençons notre analyse. Parce que si nous n'avons pas déjà ces contours de la création, nous ne comprendrons pas pourquoi on va se retrouver à la fin. Parce que c'est une loi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au commencement? Puisque vous en parlez dans votre livre. Oui, au commencement, il s'est passé qu'il y avait l'Éden, il y avait... L'Éden où, ici, Mais oui, il y avait en Afrique centrale, ici. l'Éden, mais attendez, on parle d'un jardin. Où est-ce que vous trouvez le jardin dans le contexte du Moyen-Orient antique aujourd'hui? C'est le bassin. On n'a pas de pommier ici. Dans la C'est- Bible, on nous dit qu'au jardin d'Éden, ils ont cueilli une pomme et tout ça. Ici, en Afrique, on n'a pas de pommier. Oui, mais vous savez que dans le jargon biblique, il y a ce qu'on appelle les métaphores. Hein, il ne faut pas prendre les mots pour les mots. Il y a un sens littéral, mais il y a aussi un sens spirituel, un sens imagé. Donc, je ne sais pas, quand vous dites pomme, à quoi cela peut renvoyer. On ne va pas rentrer dans l'exégèse Moi, je ne des vois que le textes. fruit. Hein. Moi, je vois Voilà. que le fruit. Ça peut être de fruits. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Afrique fait partie de l'Éden dans le contexte de Genèse 2, verset 10. Parce que dans ce contexte-là, on présente 4 bras. Et entre autres, il y a les premiers d'ailleurs, les 2 premiers bras, il y a Pichon qui coule et qui entoure le pays de Avila.
nous avons ici une carte. Voilà. Nous avons ici une carte qui peut nous aider à nous situer. Et si on devait situer le pays de Avila et le deuxième fleuve qui est Guillon, deuxième bras qui est Guillon, qui entoure le pays de Couche. Mais nous sommes dans le contexte du Soudan aujourd'hui. Ça se passe où concrètement? Ça se passe concrètement autour de cette zone. Vous avez là l'Égypte, ça c'est Misraïm, le premier fils de Cham. Couche est le deuxième. Couche s'installe un peu plus bas. L'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle, c'est ce qu'on appelait à l'époque la Nubie, donc un peu le Soudan actuel. Hein, c'est un peu excentré parce que l'Éthiopie fait plus est. La Nubie était carrément au sud de l'Égypte. Voyez-vous? Donc tout se passe dans ce contexte. Mais on croyait que tout se passait par ici. Ah non! Ici, vous avez deux bras du fleuve. C'est le Tigre et l'Euphrate qui sont les deux deuxièmes. Mais les deux premiers coulent dans la direction de l'Afrique. Et ça, donc selon vos recherches, selon la vision, votre interprétation de la Bible, ça se passe ici dans... Ah non, c'est pas moi qui interprète comme ça. Il y a des savants tels que c'est vous qui nous expliquez ça. Le Norvégien Knut Holter, que nous avons cité dans la Bible, effectivement. C'est un spécialiste africaniste théologien. Le professeur Knut Holter dit exactement que Pichon, il y a un lien entre Pichon et le Nil, en lisant la Septante de Jérémie 13. Il fait un lien entre Pichon et le Nil. Et c'est ce qui amène Daniel Hess, qui est un chercheur d'origine suisse, à la conclusion suivante. Les Noirs ne sont pas une addition moderne de l'histoire du salut. Ils y étaient dès le début. Voyez-vous, ça c'est un Suisse qui parle. Pourquoi? Parce qu'en faisant effectivement lecture de Genèse 2:10, on se rend compte que l'Afrique figure dans le contexte de la création. Donc c'est une carte du monde qui est projetée, Genèse 2:10. Et dans cette carte du monde, qui est la toute première, puisque c'est le contexte de la Genèse, l'Afrique y figure. Ah, vous pensez que certains exégètes ont blanchi la Bible expressement, un peu comme Cheikh Anta Diop va un peu dans ce sens aussi? Mais oui, c'est une vérité patente. Et vous, avec les autres qui pensent comme vous essayez aujourd'hui de noircir la Bible. Exactement, il faut reconstituer la trame de l'histoire. On ne triche pas avec l'histoire. L'Occident est rattrapé. Vous voyez ce que Yves Coppens, c'est un paléo-anthropologue français. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Ça fait 30 ans qu'il passe le clair de son temps à dire qu'au départ, nous avons tous été des Noirs. Voyez-vous, ça fait 30 ans, mais ça fait 32 ans que Cheikh Anta Diop est mort. Donc c'est après la mort de Cheikh Anta Diop que finalement ce tome-là s'aligne sur les thèses de Cheikh Anta Diop pour dire que finalement, ils ont eu raison de dire que les premiers Égyptiens, au fond, étaient des Noirs, parce que le contexte de la création situe le noir comme au commencement de l'humanité. Tout le monde a été noir. Vous avez suivi le mois de février, les Anglais disent, février passé, les Anglais ont déclaré que leur premier ancêtre était un noir. Donc tout converge vers les thèses de Cheikh Anta Diop et M. Théophile Benga, que nous avons encore sur... C'est ce qui vous fait dire que Cham, ou on va dire Cam, un de ses fils de Noé, vous le considérez comme l'ancêtre, l'icône identitaire des Noirs? Oui, ça c'est dans la tradition juive. Pour les Juifs, Cam était encore celui qui pouvait incarner les Noirs. Mais vous voyez bien que Cam, il est justement celui qui a engendré Misraïm, l'Égypte. Cam, c'est celui qui a engendré Couche. Couche, c'est celui qui a engendré Avila. Donc nous sommes dans le contexte géo-africain de la création. Alors, dans ce contexte de blanchiment de l'histoire du peuple noir ou des Noirs, il y a ce que vous appelez l'effacement de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on s'est arrangé à effacer l'Afrique un peu partout. Cheikh Anta Diop aussi pense la même chose, en fait, c'est le même courant que les Théophile Benga et autres. Et je vais lire ici un extrait de votre livre, c'est un passage biblique. D'abord, je vais aller pas à pas en fait, je vais aller dès le début. Je visite en Genèse 15-13, nous lisons « L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Dieu avait promis un jugement contre le peuple qui se rendrait
coupables de l'esclavage d'Israël. Vous citez Genèse 15, 13 à 14. 14, oui. Il est écrit, Exactement. l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les déduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et vous dites, nous constatons simplement que les Noirs connaîtront eux aussi 400 ans oui. d'esclavage dans l'histoire. Les Juifs et les Noirs seront donc les deux seuls peuples au monde à connaître à la fois l'esclavage et la déportation. Une déportation qui, pour les Noirs, peut s'expliquer à partir du texte ci-après. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Ézéchiel 29, 12. Et vous dites, ne cherchez pas une autre diaspora égyptienne dans le monde que l'histoire reconnaisse, sinon celle du peuple noir. Noir. Pour vous, le peuple noir, c'est toute la diaspora africaine. Mais vous voyez que ce texte-là, en lui seul, explique la dissémination du peuple noir dans le monde. Parce qu'il faut que nous puissions reconstituer... Ici, on nous parle des Juifs, vous vous arrangez à noircir les choses, mais on parle des Juifs. Ah non, on parle des Égyptiens. On parle des Égyptiens, on parle d'une diaspora égyptienne. Monsieur Chevry Diaz, nous sommes au mois de mai 2018. Où, sur quel point du globe trouvez-vous une diaspora égyptienne? Du fait des Moubarak, des Ibrahim, enfin des Mahométans. Connaîtriez-vous une diaspora égyptienne dans le monde entier? Non. Ce sont des codes anthropologiques au travers desquels on reconnaît l'homme noir. Vous comprenez pourquoi le combat de Cheikh Anta Diop et du professeur Théophile Obenga a du prix à nos yeux. Parce qu'on n'a pas compris ces éminences. On s'est rendu compte que ces gens avaient juste... Ce combat du prix juste. à vos yeux, à Oui. vous, à vous autres, mais ce combat n'a pas fait grand écho, en fait, d'après des révélations qui y sont, il n'a pas fait écho ce combat. Oui, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas eu justement la lecture que nous avons de ce même combat, le côté prophétique de la chose. Parce que quand vous entrez dans le livre du prophète Ésaïe, il vous donne deux paradigmes pour la reconstitution de l'Afrique. Déjà, Ésaïe cautionne la thèse de Genèse, où il y a un jugement qui s'abat sur l'homme noir, qui s'abat sur l'Égypte. Le texte de Genèse 15, 13, 14 nous place dans le contexte de l'Égypte. Mais le texte d'Ésaïe 18, de 1 à 17, nous place également dans le contexte d'un jugement qui s'abat sur l'Égypte. Donc Ésaïe, qui est un prophète du 8e siècle avant notre ère, confirme ce que Moïse reçoit déjà dans les temps antiques, lorsqu'il annonce cette prophétie d'Abraham, de Dieu qui dit à Abraham que le peuple dont ils ont été esclaves, c'est moi-même qui le jugerai. Et dans ce contexte de œil pour œil, dent pour dent, vous voyez bien que les 4 siècles d'esclavage des Juifs ont été observés par l'Éternel, puisque 4 siècles contre 4 siècles. Donc on se rend compte que c'est le jugement de Dieu qui s'est exercé à travers l'esclavage que les peuples noirs ont connu. Et donc cet effacement peut s'expliquer sur le plan de la trame de l'histoire biblique. Vous citez, j'ai besoin d'une explication de ces textes, vous citez Cantique des Cantiques 1, de 5 à 6, « Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes, mais ma vigne, je ne l'ai pas gardée. » Un peu plus loin, vous dites ici, d'après le professeur Théophile Obenga, la région dont il est question ici, c'est l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier, en considération de la configuration précoloniale de la carte de l'Afrique. Et pour Aimé Césaire, le peuple qui domine la mer ici n'est pas africain, si du moins nous l'avons compris, lorsque, parlant des Africains, il dit « ceux qui n'ont exploré ni mer ni ciel ». Je livrerai les Égyptiens entre les mains des maîtres sévères, un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur. Ce verset a la particularité de traduire à la fois la dure réalité de l'esclavage. L'esclavage, oui. Donc vous citez là les maîtres sévères, et de la colonisation, le roi cruel,
que vécut le peuple noir. Voilà, nous sommes là dans le contexte d'Ésaïe Ésaïe 19 qui nous présente deux faits. Les maîtres sévères. Vous voyez que là, c'est pluriel. En hébreu, on dit Adonim, him. C'est le pluriel des noms en hébreu. Adonim, Ces maîtres sévères là aujourd'hui, ce sont lesquels? Ces maîtres sévères, ça nous place dans le contexte de la traite négrière où justement l'Afrique a eu plusieurs tuteurs. Il y avait l'Europe, il y avait l'Amérique, même des Arabes qui ont esclavagisé les Noirs. Donc il y a plusieurs tuteurs. Maître, tout cela est prophétique en fait. Voilà. Là vous parlez des causes prophétiques justement. Nous sommes en train d'expliquer parce qu'on ne va pas dire maintenant, si on n'a pas expliqué pourquoi il y a eu l'affaissement, pourquoi on va dire maintenant, sans expliquer le contexte de la Genèse, où étions-nous, pourquoi l'effacement et comment on va se relever. Ça n'aurait pas d'explication. Donc on est en train d'expliquer cet affaissement de l'Égypte. Donc voilà, Isaïe nous donne une raison. Et donc aujourd'hui, c'est l'heure de la restauration. Nous sommes dans l'ordre de la restauration. Ça va se passer comment? Bon. Est-ce que c'est la providence, simplement on attend, et puis il y aura la restauration? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Oui, c'est-à-dire que même quand vous parlez du Rwanda, ce sont des signes avant-coureurs, ce sont des frémissements. Le génie va arriver où la gouvernance sera incarnée par l'homme africain depuis le génie scientifique, jusqu'à... Vous me rejoignez donc que le Rwanda est sur la bonne voie? Vous disiez tout à l'heure que le Rwanda, ils font du copier-coller. Non, je n'ai pas dit le contraire. Ça comptait pas pour vous, en fait. C'est du copier-coller, comme on dit. Même quand on parle de drones qui distribuent des médicaments, mais qui fabriquent ces drones, ce sont les Américains, ce sont des sociétés américaines qui sont basées au Rwanda. Donc, au fond, ce n'est pas encore notre propre génie, mais ça va venir. Vous rêvez d'une restauration avec du Made in Africa, ce qui sort de la nouveauté, de la révolution avec le tout nouveau? Mais vous n'allez pas être les premiers, comme les Américains, en copiant simplement, en empruntant à l'intelligence des autres. Vous serez ridicule. Donc, ce sont des choses qui vont arriver parce que c'est d'autant plus vrai que celui qui a prononcé le jugement est celui qui prononce la restauration. Voyez-vous, quand vous lirez déjà dans le contexte de Moïse, toujours, le Pentateuque, en Deutéronome 32, 21, déjà il dit à Israël, je vais t'arracher le leadership. Je donne ce leadership à un peuple insensé parce que toi, tu m'as énervé. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que l'Afrique a eu à régner, à rayonner. Hein, j'ai parcouru un peu quelques lignes d'ici, a eu à rayonner. Et puis, en fait, c'est une hégémonie, on va dire, cyclique, c'est-à-dire que c'est un cycle comme ça qui tourne. À une époque, ce fut le temps de l'Égypte. Le début, oui. Oui. Et puis il y a eu l'effacement. Aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait un tour comme ça. Ce sont les Occidentaux aujourd'hui. Et on repart vers la fin du cycle. On revient à la fin du cycle parce que c'est là que l'Afrique reprend sa place. Cette fois-ci, ce ne sera pas l'Égypte, c'est le Congo-Brazzaville. En fait, les deux Congos avec le point d'appui le Congo-Brazzaville. L'Égypte, ce n'est qu'un code. Ce n'est qu'un code géographique. C'est un code anthropologique qui parle de l'homme noir. Ce n'est pas autre chose. Mais qu'est-ce que Brazzaville devra faire en fait dans ce processus de restauration? Brazzaville a un rôle majeur à jouer. Ce rôle, déjà sur le plan historique, vous n'allez pas le contester, il est sans conteste, parce que c'est ici, à Brazzaville, que le général de Gaulle, en 1944, vient tenir la conférence qui va amener à la souveraineté des États. Donc Brazzaville a cette fonction, déjà sur le plan historique, à confirmer. Mais sur le plan de la révélation prophétique, en réalité, l'Afrique centrale va jouer un rôle déterminant dans le renouveau africain. Et dans cette Afrique centrale, les deux Congos vont jouer un rôle moteur et en particulier le rôle déclencheur qui revient au petit Congo qui est assis à la droite du puissant fleuve. Parce que ce fleuve va désormais se révéler au monde. Nous sortons là du sommet de Kintélé et ça fait à peine quelques semaines que le monde entier avait le regard tourné vers le bassin du Congo. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que le Congo, il y a 2 bassins dans le monde. Et on n'est pas les premiers. Mais nous sommes en train de voler la vedette au bassin amazonien. Pourquoi le monde entier devait-il plus s'intéresser aux poumons que nous constituons alors que nous ne sommes pas le premier? Vous disiez parmi les signes qui vous rassurent, les signes qui vous rassurent dans votre vision, dans cette restauration, ce sont, vous lisez à travers le côté panafricain, panafricaniste de l'actuel président congolais, Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est-à-dire que ici, cet homme a un potentiel panafricain que tout le monde peut constater. Le problème, c'est de savoir si
les Congolais accompagnent cet homme dans cette dimension panafricaine. Voyez-vous? Parce que, pourquoi tout ceci arrive maintenant? Et comment les Congolais sont-ils préparés? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que nous sommes conscients de... Parce que la vocation, c'est un couteau à double tranchant. La vocation, quand elle est mal assimilée, elle peut vous détruire de l'intérieur. Est-ce que les malheurs du Congo ne viennent pas justement du fait qu'on est en train de mal assimiler? Si vous avez un potentiel pour réveiller un continent et que vous n'arrivez pas à faire le minimum pour votre pays, parce que nous sommes là toujours en train de nous quereller, etc., ça peut aussi expliquer les problèmes que nous connaissons. Parce que Dieu attend le potentiel qu'il a mis dans ce pays pour pistonner un nouveau départ pour le continent. Nous en avons le potentiel. On l'a prouvé. On a parlé de De Gaulle qui vient ici pour la conférence de Brazzaville. Mais c'est aussi ici qu'il avait placé la capitale de la France libre. Les troupes sont parties d'ici pour aller remporter une guerre mondiale. Ça ne nous dit rien. On prend ça pour des faits d'histoire, etc. Est-ce que le monde commence par Brazzaville? Pourquoi cet homme qui parcourt le monde entier pense qu'il faut venir à Brazzaville pour reprendre ses élans et aller gagner une guerre mondiale? Ce sont des indices qui révélaient la vocation, le potentiel énorme dont dispose ce peuple et ce pays. Malheureusement, les Congolais, ne comprenant pas que ce pays a une vocation mondiale, sont en train de se réduire à faire des petites choses. Et voilà comment on fait du surplace. Donc, c'est aussi un appel que nous lançons à partir de ce plateau pour dire ne prenons pas le rôle du Congo pour un petit rôle. Donc, ce n'est pas un peu du hasard, hein, l'implication du Congo dans la sous-région, dans les questions liées. Vous savez, M. Chebilja, avant maintenant l'Afrique, nous avons écrit un tout petit livre. La vocation du Congo, par exemple. Voilà, la vocation du Congo. Une vision du réveil de l'Afrique à partir du Congo. Mais c'est en 2007. Hassan II n'était pas encore venu ici pour dire il y a 3 commissions de l'Union africaine qui travaillent, mais la commission pour le bassin du Congo est la plus dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chez les autres là-bas, il n'y a que des crétins, il n'y a pas de gens qui réfléchissent. Mais pourquoi chez vous, l'attention du monde entier est attirée? Donc, ça confirme un peu cette thèse, justement, faisant du Congo ce pays phare à partir duquel tout le continent va prendre un nouveau départ. Et c'est pourquoi nous invitons le peuple du Congo à prendre ses responsabilités. Vous entendez parler de la caravane Congo-Sunga Africa. Mais justement, c'est un programme qui se marie bien avec cette vision qui fait du Congo un pays tournant au niveau sous-régional et au niveau continental. Or, justement, c'est ce continent africain qui est attendu pour apporter un nouveau pôle qui va constituer un nouveau pôle de relance pour l'économie mondiale. Merci beaucoup, Serge Mbungu. On va se lever un peu. Votre livre aussi, je ne l'ai pas... Voilà, oui. Voilà. On n'a pas montré au public. Maintenant, l'Afrique, enjeu prophétique et historio-géographique du réveil africain, publié chez l'Harmattan, Congo. Voilà, c'est un livre qu'on vous recommande, mais ce n'est pas le seul livre. Hein. Il a une plume abondante, monsieur Serge Mbungu, en fait le pasteur Serge Mbungu, qui est aussi un confrère, pour ne pas dire un doyen dans la profession. Mais c'est quoi la 4e vague? Ben, la 4e vague, c'est justement ce vent de réveil qui va venir après le réveil de la Pentecôte. On célèbre la Pentecôte aujourd'hui, ça va commencer un jour. Il y a le réveil de l'Europe avec Martin Luther. Il y a le réveil de l'Amérique, l'Ouest, il va donc manquer le réveil du Sud. C'est vous le leader de la 4e vague? Ah, je n'ai pas la prétention d'être... Mais nous sommes au moins une force annonciatrice de cette 4e vague. L'Église aujourd'hui a un visage défiguré. Et ça peut se comprendre, mais l'Église va reprendre sa forme lorsque justement ce souffle de Dieu viendra pour restaurer. Et à ce moment-là, c'est l'Église qui va donner un nouveau souffle à la nation et le Congo pourra entrer dans sa fonction prophétique de pays leader sur le continent noir. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, pasteur Serge Mbungu. On peut vous contacter? Oui, on peut nous contacter en appelant simplement au 06 979 27 47 et au 05 557 64 et 60. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Je vous en prie. Nous allons essayer de creuser aussi. Voilà, Studio 210 est là pour ça, Merci. pour réveiller, pour éveiller. C'est la fin de l'entretien avec.